Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Decrypted. Aujourd'hui, nouvelle interview, un invité qui nous fait plaisir d'avoir, Jason de l'ABI, qui est de la team de Zama. Comment tu vas, Jason? Bah, très bien, et vous, ravi d'être là. Bah, ça Ah fait bah, super extrêmement bien. plaisir de t'avoir ici. Je suis avec Mhm. Joe, encore une fois, aux questions. Comment tu vas, Joe? Bah, très bien. J'ai très très hâte d'en savoir plus. Je suis très curieux au propos de Zama. Ça va être Et top. ça va être une interview que j'espère va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le média. Ça permet d'avoir davantage d'invités ensuite à vous proposer sur la chaîne. Et Jason, on va commencer directement. On va commencer par les basiques, la chose la plus générale. Est-ce que tu peux te présenter toi, Jason, et présenter Zama? Et après, on rentrera dans le détail de Zama plus amplement. C'est parti. Donc, Zama, je vais commencer par Zama. Donc, Zama, c'est une entreprise française, une start-up qui est spécialisée dans la cryptographie. Donc, c'est le crypto de cryptographie, hein, c'est bien la science sous-jacente. Euh, et c'est une boîte qui a été lancée il y a 4 ans et qui s'est spécialisée dans quelque chose que je vais vous expliquer, qui a un nom barbare qui s'appelle le FHE. En anglais, ça veut dire Fully Homomorphic Encryption. Donc n'ayez pas peur des mots, mais ça veut dire un chiffrement qui a des propriétés un petit peu magiques. C'est Notre cœur de marché, c'est d'aller vendre une solution pour augmenter la protection et la confidentialité des données, à la fois en blockchain et à la fois dans l'IA. Moi, il se trouve que je suis plutôt spécialisé sur la partie blockchain de cette technologie. Et pour faire très simple, vous savez, sur les blockchains, tout est absolument public. Mhm. Tout est absolument transparent, c'est une très grande force dans certains cas, mais pour mettre nos informations personnelles, ça peut être un petit problème pour qu'il y ait de l'adoption. Et nous, on vient ajouter une couche de confidentialité par-dessus. Donc, je vais expliquer vraiment en détail comment ça se présente. Et moi, mon rôle chez Zama, qui est plutôt une boîte de chercheurs, hein, c'est des gros matheux qui font des recherches en cryptographie et qui vont transformer la cryptographie dans une librairie Rust open source. Et puis ensuite, il y a des gens comme moi qui sont plutôt spécialisés sur la partie business, qui vont discuter avec nos potentiels clients, expliquer la technologie pour créer de l'adoption. Donc, mon titre officiel, c'est Ecosystem Lead. C'est parler avec tous les partenaires pour expliquer, nouer des partenariats. C'est quelque chose de très important dans la crypto, hein. On est personne si on est tout seul. Il faut sans cesse nouer des partenariats avec des blockchains, avec des protocoles, Mhm. avec des applications. D'accord. Ultra Mais intéressant. toi, mais toi, du coup, tu es qui dans la boîte? Et puis, quel est ton passé surtout? Pour savoir, parce que tu as l'air de Bon, représenter un peu le projet, non? Quand même. alors représenter le projet, oui, Oui. je représente le projet dans la blockchain. Moi, j'avais fait Mhm. une école de commerce au début. J'avais fait le SCP. La suite de ça, j'étais en salle de marché où je vendais des produits structurés. Ensuite, je suis parti du monde de la finance. J'ai fait 5 ans dans une agence qui s'appelle Theodo où j'étais product manager et je faisais du no-code aussi. Donc, encore une fois, rien à voir. Et 2017, découverte des cryptos à titre perso. Puis ensuite, intellectuellement, je suis vraiment plongé dedans entre 2017 et 2020. Et j'ai Mhm. quitté mon job en 2021, donc je suis dans l'agence. Euh, j'ai fait 1 an dans l'écosystème Starknet, où on a essayé de lancer un projet avec des amis. Donc c'est un écosystème que je connais assez bien et puis qui m'a donné envie de construire là-dedans. Ok. J'ai rencontré le CEO de Zama Rand pendant que j'étais dans l'écosystème Starknet. Et puis à la suite de péripéties, je me suis retrouvé chez Zama où je suis depuis 2 ans. Donc j'ai participé à tout le développement des outils pour la blockchain, qu'on fait de nos produits pardon chez la blockchain. Et ça fait deux Mhm. ans que en gros je vais à des conférences pour expliquer, donner des conférences sur le FHE. C'est quelque chose de nouveau. C'est comme si un nouveau jouet qui est arrivé dans l'écosystème. Mhm. Et moi, je viens dire, bah voilà comment on joue avec ce jouet. À l'époque de Bitcoin, quand ça a été lancé, on avait en jouet des signatures cryptographiques, une fonction de hachage. On avait plein de petits jouets. Puis Satoshi, il a trouvé la tambouille pour que tout ça s'apprenne. Bah, nous, on a des nouveaux ingrédients apportés, comme le Zero Knowledge Proof a été apporté il y a 4 ans. Et donc moi, je viens expliquer avec mon grand bâton de pèlerin. Coucou, on a maintenant le FHE et il y a plein de cas d'usage super cool qui vont arriver, qui vont débloquer des Mhm. choses qu'on pensait pas imaginables sur des blockchains, en particulier des blockchains publiques. Hmm. Ok. Eh Ok, ben, c'est clair. justement, ça va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le FHE? Comment toi tu l'expliques justement dans tes conférences, le FHE, à des gens qui ne connaissent pas, et quels Mhm. sont les cas d'usage qui te viennent les premiers en tête? Alors, qu'est-ce que le FHE? Donc, je vais revenir à la définition. Ça veut dire Fully Homomorphic
encryption. Donc c'est un chiffrement complètement homomorphe. Donc là, vous n'êtes pas beaucoup avancé, mais au moins vous avez la définition du terme. Vous savez, quand vous êtes sur Internet, dans votre navigateur, vous avez déjà vu un petit cadenas à côté de l'URL. Ça veut dire que c'est chiffré. Je sais pas si ça vous Hmm. parle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur Internet, quand vous faites une requête, on va chiffrer votre requête. Elle va passer sur le réseau. Comme ça, il y a personne qui peut déchiffrer ce que vous êtes en train de faire, vos informations de carte bleue. Et quand le serveur va recevoir la requête, ça va être déchiffré. OK? Donc ça, c'est le Hmm. chiffrement normal. Aujourd'hui, on chiffre les données pendant la couche de transport, mais quand c'est géré par le serveur, bah, c'est déchiffré. Il faut bien qu'il connaisse ta requête, le serveur, pour que tu fasses faire quelque chose. Donc ça, c'est un chiffrement simple. Nous, ce qu'on va ajouter par-dessus, c'est un type de chiffrement qui va de telle sorte que on n'aura même pas besoin de déchiffrer, pardon, pour faire des calculs sur la donnée. Donc en très clair, je suis sur mon ordinateur, je chiffre une donnée, je l'envoie sur le réseau Internet, elle arrive sur le serveur, la personne, le serveur, la blockchain, ce qu'on veut, la tierce partie, peut faire des calculs, exécuter la requête, sans déchiffrer quoi que ce soit. Et donc, c'est un petit peu considéré comme le saint graal de la confidentialité, parce que même les gens qui vont faire leurs calculs sur les serveurs n'auront pas accès aux données. Un exemple qui est très pédagogique, qui est pas le go-to-market, mais qui est très pédagogique, c'est par exemple, je prends mon ADN, je le chiffre, j'ai pas envie que ce soit partagé, je l'envoie à une entreprise qui est spécialisée dans la reconnaissance peut-être de problèmes, de ce que je peux, enfin, des probabilités que j'ai d'avoir telle maladie. Je leur envoie, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas le connaître parce qu'il est chiffré. Ils peuvent quand même faire tourner leur algorithme propriétaire, qui génère un résultat qui est toujours chiffré. Ce résultat, ils peuvent toujours pas comprendre. Ils me le renvoient et moi seul peux déchiffrer. Et donc j'ai utilisé leur service sans révéler du tout mes données. Et donc c'est une propriété qui est assez incroyable. Donc ça sur la blockchain, l'usage. Donc là je vous ai donné ce petit exemple pédagogique puisque ça parle à tout le monde, j'ai l'impression. Mais sur la blockchain, comme vous le savez, toutes les informations, elles sont publiques. Si je t'envoie 10 tokens, bah, n'importe qui sur un bloc Explorer pourra voir qu'il y a mon adresse pseudonyme qui envoie 10 tokens à ton adresse. Nous, ce qu'on va permettre de faire, c'est de chiffrer ce 10. On va le chiffrer de telle sorte qu'il n'y a que toi et moi qui pourront le déchiffrer, qui connaîtront, qui auront accès au prix s'il s'agit d'un paiement de quelque chose. Mais les d'autres gens sur un bloc Explorer n'auront pas accès à cette donnée, ils pourront pas le déchiffrer, ils verront juste une suite de caractères incompréhensibles qui sera cette donnée qui aura été chiffrée. Euh, Hmm. et donc le fait de chiffrer les données sur blockchain, on va pouvoir faire des choses qu'avant on pouvait pas faire à cause du manque de confidentialité. Ok. Parce que moi, j'ai déjà essayé d'expliquer le FHE et souvent, je prends l'exemple de la Black Box, tu sais, cette boîte où tu as des gants et du coup, tu malaxes un peu ce qu'il y a à l'intérieur, tu construis l'intérieur, mais tu vois pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la boîte. Est-ce que ça, c'est une bonne façon d'expliquer ça à un novice tu vois, qui comprend Alors, pas je forcément dirais le que ça, chiffrement? c'est une bonne façon d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas tech du tout, parce que Ouais. tu arrives à donner un petit peu d'intuition. Après, si quelqu'un a des petites bases, qui travaille un peu dans l'écosystème startup, qu'il a déjà travaillé avec des devs, là, on peut directement aller plutôt sur l'explication que j'ai faite. Mais si tu veux donner une intuition à quelqu'un qui est pas du tout dans ce monde-là, ouais, Hmm. c'est une bonne explication. C'est le fait de manipuler quelque chose sans le voir du tout. C'est effectivement l'idée. Et du coup, comment tu compares ça au ZK? Alors, c'est une très bonne Facilement, encore une question. fois. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je vais juste peut-être expliquer le ZK parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas, même si on a tous entendu. Donc, le Hmm. ZK, c'est comme le FHE, une primitive technologique qui a vraiment fait son émergence ces 5-6 dernières années en production. Ça a Hmm, été hmm. théorisé depuis Ouais. 1985, mais c'était juste un peu un délire de chercheurs, une existence mathématique. On appelait ça des moon maths, où on se disait que ça arriverait jamais à arriver en production. Il y a même Satoshi qui le mentionne dans Bitcoin Talk en 2010 en disant on est encore trop loin, mais ça serait génial le jour où ça arrivera. Mais il se trouve qu'il y a des gens Ah ouais. qui ont beaucoup développé ça, en particulier des entreprises comme Starkware, Eli Ben Sasson, etc. Bon, il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment Hmm. les personnages principaux. Et en fait, une zero knowledge proof, donc en français, une preuve à divulgation nulle de connaissances, c'est quelque chose qui permet de prouver quelque chose sans tout révéler. Comment c'est utilisé aujourd'hui sur Ethereum? Si je prends cet exemple, c'est des choses qui vont permettre de compresser des calculs. Donc le ZK, le Zero Knowledge Proof, c'est principalement utilisé pour faire de la scalabilité de calcul, mais pas tellement pour faire des choses de confidentialité et de privacy, contrairement à ce que son nom indique.
En fait, Hmm. le fait d'appeler ça des ZK rollups sur Ethereum, pour ceux qui connaissent, c'est une mauvaise idée, c'est une erreur de l'histoire. On aurait dû appeler ça des validity rollups, parce qu'on n'utilise pas la propriété zero knowledge des preuves. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 000 transactions off-chain, on va les compresser dans un truc qui est très facilement vérifiable sur la layer 1, mais on va rien cacher. Tout est parfaitement disponible. Donc, pour répondre finalement à la question, maintenant que j'ai donné ce contexte, je dirais que le ZK, c'est principalement une technologie de scaling, de compression de preuves, de compression d'exécution et un peu de privacy, et je vais y venir, mais on va dire 80% de la compression du scaling, tandis que le FHE, c'est une technologie cryptographique qui est 100% dédiée à des cas d'usage de confidentialité. Nous, on fait que ça. On est spécialisé dans les gestions de confidentialité. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'il y a ce terme zero knowledge qui montre qu'on cache des choses et c'est souvent pitché comme un truc qui permet de cacher. Parce que l'exemple qu'on prend pour pitcher le ZK, c'est de dire je peux te prouver que j'ai plus de 18 ans sans te montrer ma carte d'identité en générant une preuve cryptographique. Donc C'est on ça. dit que c'est quelque chose sur la privacy, mais il se trouve que c'est pas du tout comme ça que c'est utilisé dans la majorité des protocoles sur les blockchains. Mais du coup, je sais pas s'il y en a qui sont déjà live, mais je sais qu'il va y en avoir quelques-unes qui vont utiliser vraiment la privacy. Ouais. Celle-là, pour les différencier du FHE, c'est-à-dire que c'est plus de la vérification que le FHE va vraiment process la donnée et peut en faire plein de choses différentes, ou pas du tout. Alors, de quoi est-ce que tu parles quand tu dis il va y en avoir bientôt en production? Est-ce que tu parles de blockchain qui utilise le ZK pour ses propriétés de confidentialité, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, du coup, il y en a effectivement. Il y a par exemple Aztec, Alio, il y a plein d'autres réseaux qui vont, du coup, non pas utiliser les preuves zero knowledge pour leur compression, mais pour leur capacité de zero knowledge. Et donc, faire des blockchains qui ont de la confidentialité. Euh, c'est une technologie effectivement concurrente à la nôtre, mais qui a plein de différences. Par exemple, ils vont pas pouvoir réutiliser Solidity, alors qu'en FHE, et j'ai expliqué, un développeur peut continuer d'utiliser Solidity, il aura juste un nouveau typage de données qui est de la donnée chiffrée, et ce sera très facile pour lui de l'utiliser. Quand il va utiliser des solutions ZK, le vrai compromis qu'il va y avoir, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué. Il va devoir apprendre probablement un nouveau langage qui est dédié, on appelle ça un DSL, Domain Specific Language, noir dans le cas d'Aztec, je me souviens plus dans le cas de Alio. Euh, la structure de données va être beaucoup aussi plus complexe. On attend de voir que ça arrive en production, hein. Moi, je suis très content aussi que ces solutions arrivent. Il faut qu'il y ait un maximum de solutions de zero knowledge. Mais la grosse différence, c'est qu'eux vont être assez complexes pour les devs par rapport à Zama ou le FHE qui va être assez simple à maîtriser pour ceux qui voudront construire des applications, des dApps qui leverage la confidentialité. Ça, c'est la première partie de réponse. Euh, un autre élément de réponse, je connais pas exactement à quel point l'audience est technique, mais en FHE, on va pouvoir garder une propriété qui est magique dans la blockchain, qui est la composabilité. C'est-à-dire que comme les données chiffrées, on peut les mettre on-chain, mais en fait, on peut les faire interagir avec ce monde magique où toutes les API de chaque contrat est disponible les uns dans les autres. La composabilité, c'est le côté brique. C'est la raison pour laquelle Morpho Optimizer a pu construire par-dessus AAV, par exemple. Ils ont pu faire des briques sans demander, etc. Et en fait, cette propriété, elle est très facile à conserver avec le FHE. Donc, on peut faire des cas d'usage qui croissent en complexité. Alors qu'avec le ZK, on perd un petit peu cette notion-là. On est obligé de générer des preuves off-chain, de les vérifier on-chain, mais on perd l'accès aux données directement on-chain et très simplement composable entre smart contracts. Donc, c'est un peu théorique ce que je dis là. Mais si vous êtes familier avec ces concepts, c'est une propriété qui est absolument géniale en blockchain. Ah, je savais pas du tout. Super intéressant. Très très intéressant. Et du coup, ça m'amène à venir à la question de... Maintenant, on parle de FHE, c'était pas le cas il y a ne serait-ce que quelques années. Qu'est-ce que... euh, comment Zama a fait pour devenir un peu le pionnier, le leader qu'on connaît le plus, en tout cas j'ai l'impression. Et est-ce qu'il y a des concurrents dans l'écosystème actuel auxquels on pense pas forcément, peut-être avec lesquels vous avez travaillé, etc. Alors, pourquoi Zama est devenu une référence en FHE? C'est une entreprise qui a été montée il y a donc 4 ans et qui a fait pendant 3 ans, qui a optimisé, amélioré la R&D autour de cette technologie-là. Ce que j'ai pas dit, mais qu'il faut absolument dire, c'est que le gros problème historique du FHE, c'est que c'était trop lent et trop cher. Et donc Zama a levé des fonds et travaillé pendant 3 ans pour rendre la techno beaucoup plus abordable. Aujourd'hui, elle l'est et on va pouvoir faire 15, 20 transactions par seconde, ce qui est OK pour la majorité des cas d'usage qu'on veut traiter en blockchain.
Évidemment, on sera toujours moins que le non FHE parce que c'est plus gourmand en calcul, le FHE. Euh, mais comment Zama a fait? Ils ont recruté les meilleurs chercheurs au monde, ils ont levé des fonds, on a pitché une vision à des investisseurs et on a pu vraiment développer, on s'est concentré à fond sur les développeurs. Nous, on veut abstraire toute la complexité pour que les développeurs ils aient accès à la meilleure documentation du monde avec plein de cas d'usage. Si vous êtes un peu tech, allez sur notre page documentation, c'est incroyable la qualité qui existe, la simplicité, c'est des feedbacks qu'on a souvent. Et on pense que c'est en rendant ça très accessible aux développeurs que ça va se développer. Notre grande, comment dire, notre motto, notre mantra, c'est de dire que de toute façon, les gens normaux, malheureusement, n'en ont rien à faire de leur confidentialité, de leur privacy. On va pas se mentir, il y a personne, tout le monde donne C'est ses vrai. données. Donc on se dit, Mm. people shouldn't care about privacy, developers should. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans les messageries comme WhatsApp, comme Signal, comme Telegram. C'est que c'est d'abord venu de développeurs qui ont mis en place le end-to-end encryption sur Telegram ou sur WhatsApp, il me semble. Et en fait, c'est les développeurs de toutes les autres plateformes qui ont suivi. Au début, Messenger, c'était pas chiffré de bout en bout. Et après, ça l'est devenu. Et en fait, c'est devenu la norme à partir des développeurs. Donc nous, notre public, notre priorité, c'est d'aller convaincre les développeurs avec de la simplicité, d'ajouter de la confidentialité dans leurs applications. Et on pense que tout le reste va suivre. Et donc, pour terminer, voilà, on a donc levé des fonds, attiré les meilleurs chercheurs, amélioré la technologie, rendu moins cher et plus accessible, et fait quelque chose de très simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est leader sur le FHE. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais on publie dans la communauté de recherche, on publie un nombre très important des papiers scientifiques sur le FHE. J'ai plus le chiffre en tête, c'est disponible sur notre site. Et donc il y a des concurrents, oui, mais des concurrents qui ont choisi. Alors là, on va devoir être un peu plus technique. Quand on fait du FHE, il faut choisir un scheme, un schéma, une grande famille, si vous voulez, de recherche. Et nous, on s'est spécialisé dans une qui s'appelle TFHE, qu'on estime être la meilleure parce que c'est la plus précise, on va dire, pour faire des calculs. Il y en a d'autres et on a d'autres concurrents qui sont spécialisés dans d'autres schémas de FHE. Donc voilà, mais Zama est la boîte principale mondiale sur le FHE. Ok. Et tu parles de développeurs qui utilisent le FHE, donc de dApps, j'imagine. Ouais. Moi, je suis curieux de comment ça marche exactement si une dApps utilise la stack de FHE, de Ouais. Zama, pardon. Comment ça marche exactement à partir du moment où la transaction est envoyée depuis l'utilisateur? Comment est-ce que qui a l'encryption key, la clé d'encryption? Je sais pas. Est-ce que c'est C'est une très bonne décentralisé, question. tu vois? Ouais, alors c'est une bonne question. Alors, je vais refaire un petit peu de. Donc en gros, on va se mettre dans un contexte de blockchain. Donc on va prendre par exemple Ethereum. Donc on a Ethereum où il n'y a pas de FHE sur Ethereum. On est au courant, il n'y a pas de, ça n'existe pas pour l'instant. Mais ce qu'on va déployer, nous, c'est ce qu'on appelle un coprocesseur. Donc on a deux façons d'amener du FHE sur une blockchain. Soit on modifie directement la blockchain, la machine, la VM, la virtual machine, et on ajoute cette fonctionnalité de FHE. Mais le problème pour ça, c'est qu'il faut lancer une toute nouvelle blockchain. Donc il faut quelqu'un qui va lancer sa blockchain, attirer des utilisateurs, attirer de la liquidité. Ça prend du temps, ça prend des années. Il faut avoir un pitch, etc. Puis on en a un petit peu marre d'avoir de nouvelles blockchains. Ce qu'on aimerait, c'est des blockchains peu, mais qui marchent très bien, où il y a toute la liquidité, on peut avoir toutes les caractéristiques. Donc ça, c'était notre premier produit le plus facile. On lançait une blockchain qui gérait le FHE, puis on a eu des clients avec ce modèle. Mais notre produit le plus ambitieux, c'est pour upgrader une blockchain avec du FHE sans modifier la blockchain directement. Et ça, on appelle ça donc la FHEVM, donc FHE, EVM, EVM c'est la machine d'Ethereum. On va lancer ce qu'on appelle un coprocesseur. Alors un coprocesseur, ça permet d'ajouter du FHE comme un module supplémentaire collé à la VM sans pour autant la modifier directement. Donc ça vient avec quelques compromis et des trade-offs. Ça vient avec un petit compromis qu'il faut que quelqu'un fasse tourner ce coprocesseur. Et là, il y a toute la gamme qui existe. Soit il peut être complètement centralisé. Nous, on en fera tourner un. Mais ce sera très facilement vérifiable. C'est-à-dire que nous, on le fera tourner, mais ce sera très facilement possible de vérifier si ce qu'on a fait, c'est des bons calculs. Après, on pourra le vendre à des partenaires qui vont, eux, le lancer, pourquoi pas avec EigenLayer pour le décentraliser un peu et utiliser le restaking pour sécuriser un petit peu, ou alors lancer carrément une blockchain de coprocesseurs pour faire ça. Donc, il y a toute la gamme qui va exister dans décentralisation. Maintenant, c'est un peu abstrait, là, tout ce que je dis. Donc, je vais essayer de partir d'une transaction. Donc, on va partir d'un exemple très simple.
un cas d'usage de stablecoin chiffré. Donc le stablecoin, c'est l'applicatif qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans les blockchains. C'est le truc qui a le Tout plus à fait. cartonné avec Tether, avec Circle. Donc imaginons un USDT. Donc un USDT, c'est un ERC20, c'est un format ERC20 dans lequel il y a des adresses et des balances. Les balances, elles sont en clair parce qu'elles sont pas chiffrées aujourd'hui. Nous, ce qu'on va permettre, c'est avec le FHE, c'est d'avoir ce même token, le ERC20. On va développer un nouveau standard qui s'appelle le Private ERC20. C'est exactement la même chose, sauf que les balances de chaque utilisateur, elles sont chiffrées. Donc moi, j'ai un montant que seul moi peux voir, quelqu'un d'autre a un montant que seul lui peut voir. Et si je te fais une transaction de 20 USDT chiffrés, je vais chiffrer la donnée depuis mon wallet ou depuis mon front-end. On a un SDK à disposition des front-end pour qu'ils puissent chiffrer correctement avec les bons paramètres, chiffrer en FHE évidemment, le montant. Et en fait, quand on est sur une blockchain, toutes les, toutes les applications qui font du FHE vont chiffrer sous la même clé de chiffrement. OK? Parce que si c'est D'accord. une clé différente sous laquelle tu es chiffré, la propriété homomorphique qui fait qu'on peut faire les calculs ensemble ne va plus fonctionner. Donc imaginons, on a Ethereum qui utilise du FHE. On a une application 1, une application 2, une application 3. Elles vont toutes devoir chiffrer leurs données sous la même clé de chiffrement. On appelle ça la clé de blockchain, de chiffrement universel, pour déchiffrer. Et là, normalement, vous vous dites, putain, mais c'est bizarre. On va tout chiffrer sous la même clé. Comment est-ce qu'on peut déchiffrer seulement ces comptes, ce qu'on a le droit de voir, alors que tout est chiffré sous la même clé? C'est là qu'on va te faire intervenir. Désolé, c'est un petit peu compliqué, mais il faut Non, vraiment mettre vas-y, toutes les vas-y. pièces. Donc, on a la blockchain avec sa clé. Associé avec cette clé de chiffrement unique de la blockchain, il y a évidemment une clé privée, parce que c'est une clé publique de chiffrement. On va chiffrer sous la clé publique. On a une clé privée. Quiconque a accès à cette clé privée peut tout déchiffrer. OK? Donc là, ça sert plus à rien. Quelqu'un qui a accès, il peut aller déchiffrer ma balance, ta balance et toutes les transactions qui sont censées être chiffrées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en cryptographie, quand on veut pas que quelqu'un ait ce pouvoir, on va faire un petit peu comme Sauron et puis diviser en plusieurs anneaux, même s'il y a l'anneau unique, hein, mais en gros, on va diviser cette clé en une dizaine, vingtaine, X clés, euh, pour pas que quelqu'un seul puisse déchiffrer. Donc, il y aura un deuxième réseau qui va juste servir à déchiffrer et à rechiffrer. Et je vais l'expliquer. Donc, on a cette clé de déchiffrement qui est absolument clé, hein, qui permet de tout déchiffrer. Donc, elle va être chiffrée dans un réseau. Moi, en tant qu'utilisateur, si je veux avoir accès à mon propre balance pour pouvoir le déchiffrer, par exemple, j'ai 15 tokens et je veux que mon front-end m'affiche que j'ai 15. Bah, je vais cliquer, je vais faire une transaction de déchiffrement. Ce qui va se passer, c'est que la blockchain, elle va envoyer une transaction au réseau de déchiffrement. Ils vont faire tourner un protocole MPC qui permet de faire le déchiffrement sans qu'aucune des parties puisse le faire elle-même. Donc il y a une espèce de consensus. Elle va la renvoyer à la blockchain, qui va me la renvoyer à moi, et ça va être déchiffré de telle sorte que seule ma clé de mon wallet à moi puisse le déchiffrer. Comme ça, les autres wallets pourront pas le déchiffrer. Je suis désolé, hein, je vous D'accord. emmène dans des eaux Non, très profondes bien. ici, mais C'est ce qu'il c'est faut. comme ça que ça marche. Donc en gros, on a une blockchain avec une clé publique, un coprocesseur qui se charge de faire les calculs et qui fait vraiment tourner notre librairie, et ce réseau de déchiffrement qui est chargé de la re-encryption, donc du rechiffrement pour que moi je puisse voir mon propre balance, et qui va être chargé du déchiffrement s'il y a besoin d'un déchiffrement en clair complet. Par exemple, si on fait une blind auction, donc une enchère à l'aveugle, et qu'on veut, ou un vote par exemple, tout le monde vote de manière chiffrée, mais à la fin, la somme, le résultat, on veut qu'il soit déchiffré. Mais là, on va utiliser ce réseau non pas pour faire un rechiffrement, mais pour faire un déchiffrement, puis dire, ah bah voilà, c'est X qui est élu, ou c'est Michel qui a gagné l'enchère. Ok. Donc voilà, on a ces trois blocs qui vont interagir ensemble dans le coprocesseur de la FHEVM. Et ce dispositif-là, on va le mettre sur toutes les grandes blockchains publiques. On va évidemment commencer par Ethereum parce que c'est là qu'il y a de la liquidité, c'est là qu'il y a, voilà, historiquement, c'est là qu'on déploie en premier. Et ensuite, on va se mettre sur Base, sur Arbitrum, sur toutes les grandes EVM où il y a de la liquidité. Et ce qui va se passer, c'est que bah voilà, un stablecoin provider va pouvoir offrir une version chiffrée de son token. Avec une version chiffrée du token, bon, on peut commencer à faire du salaire on-chain, qui n'est pas possible avant, parce que bon, vous savez que c'est un peu tendu le salaire, on veut pas mettre des salaires en public. Ouais. On va pouvoir faire du corporate payment, donc un acteur va pouvoir payer un autre acteur sur de la donnée sensible sans révéler combien il paye pour de la marchandise. On va pouvoir faire tout plein de cas d'usage financier pour lequel la confidentialité est absolument nécessaire. Ok.
Ok, mais du coup, comme tu parles justement de privacy, tout ça, moi, le truc que j'aimerais savoir, c'est par rapport à la régulation. Est-ce que tu penses avoir un problème, le fait justement que le solde soit privé? Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y a le gouvernement français, surtout que Zama c'est français, Ouais. qui puisse vous casser un peu les bonbons avec ça et vous demander la clé de chiffrement ou quoi? Ou tu es Alors, assez confiant? en gros, pour répondre à ta question, faut expliquer de quoi le régulateur a peur. Quand on parle Hmm. de confidentialité et de privacy en général, il y a différentes choses qu'on peut cacher. Quand je te fais une transaction et que je t'envoie 10 tokens, on peut cacher deux choses. Soit on cache le 10, ou soit on cache le fait que moi, je suis en train de transacter avec toi. On appelle ça le graphe social. Qui échange avec Hmm. qui? Des protocoles, par exemple un mixeur comme Tornado Cash, il va cacher l'envoyeur et le receveur. Mais les montants transactés sur Tornado Cash, ils sont parfaitement publics, hein. Tu vas sur le smart contract et tu vois tout ce qui se passe. C'est des montants soit de 1 ou soit de 10 Ethers, je sais plus, mais c'est toujours des trucs fixes. Hmm. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas exactement ça, même si on peut le faire aussi. Mais notre cas d'usage, le principal, c'est de cacher le montant lui-même. Et en fait, euh, pour avoir parlé avec beaucoup de régulateurs et beaucoup de juristes et beaucoup de gens en compliance dans les banques, dans les institutions financières, le régulateur, il a surtout peur de pas voir qui transacte avec qui. Mais il a moins peur de connaître les montants, tu vois. Et en fait, D'accord. donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Donc déjà, ça fait moins peur, le FHE, pour cette raison-là. Mais ensuite, pour les cas d'usage d'institutions financières qui utiliseront ça pour faire des montants chiffrés, en fait, ils vont devoir se conformer à la loi. Et ce qui sera possible de faire dans le smart contract, c'est qu'il sera possible très bien de rajouter une petite ligne qui Mhm. dira euh, tel acteur ou telle liste d'acteurs, elle, a le droit de voir toutes les transactions. Ça, on appelle ça du access control logic, donc la logique Mhm. de contrôle d'accès. Et ça, c'est complètement programmable en Solidity. C'est-à-dire que ce sera public, transparent, on pourra voir que, bah oui, la Banque de France et l'AMF, elles, sur les échanges de ces parts de fonds d'investissement qui auront été tokenisées et qui veulent être confidentielles, et ben le régulateur pourra y avoir accès. Et en fait, on peut mettre tout plein de règles et toute la programmation qu'on veut par-dessus pour que des régulateurs puissent y avoir accès. Donc en gros, c'est un peu comme si c'était une backdoor, hein, je vais dire le gros mot, mais ce sera public et on pourra être compliant comme ça. Et la majorité des transactions, elles seront parfaitement confidentielles, mais peut-être qu'on peut se dire que seul s'il y a une décision de justice pour les rendre non confidentielles, pour les déchiffrer, le smart contract autorisera le déchiffrement si tel acteur qui appartient à la justice l'aura autorisé auparavant. En tout cas, on peut construire tout ce qu'on veut sur le contrôle d'accès. Donc il pourra toujours y avoir des méchants qui vont l'utiliser et qui respecteront rien, mais nous on offre juste une boîte à outils. Et en tout cas, Hmm. cette boîte à outils, elle permettra d'avoir la majorité des cas d'usage compliant et qui respectent parfaitement une régulation et une infinité de régulations. Parce que tout ça, c'est du code et on peut tout Hmm. encoder en Solidity. Ok, Ok, donc donc c'est flexible, quoi. Oui, pardon, dans la pardon, boîte à vas-y. outils de Zama, il y a cette petite backdoor, entre guillemets, pour des gens qui en auraient l'utilité et l'usage, mais dans tous les cas, ce serait public. On le saurait à l'avance. Oui, ça, on le saurait parfaitement à l'avance. Il n'y a pas de Ok. système de backdoor dans lesquels on ne sait pas qui peut déchiffrer et en fait, lui peut déchiffrer. Tu vois, ça n'existera pas. Hmm. Si jamais il y a des conditions de déchiffrement supplémentaires de juste seuls les honneurs peuvent déchiffrer leurs propres transactions, tu le verras dans le haut du smart contract et ce sera Ouais. public. Et tu vois, nous, on va essayer de standardiser un maximum de types de smart contract pour aider à fond. Au même titre qu'il y a des standards de tokens un peu bizarres, un peu différents, bah nous, on va essayer de standardiser je sais pas, par exemple, le RC20 réglementaire MiCA, tu vois, ou le RC20 réglementaire telle régulation pour, euh, Hmm. pour donner Ok. cette possibilité. Ok. Mhm. Et j'ai deux choses qui me viennent. Récemment, on a eu Circle qui a annoncé faire son. Je sais pas si toi tu as su de ce côté-là, mais qui a annoncé faire son ERC20 compliant, faire un standard de token qui serait compliant. Est-ce Ouais. que c'est des choses qui seraient dans la même vision que Zama si tu l'as un petit peu étudié ou pas du tout? Alors, on l'a complètement étudié. Cette annonce de Circle, elle a été faite avec Inco Network, qui utilise du Mhm. FHE et qui est tout simplement notre client. C'est nous qui avons fourni la tech de Inco, Ok. Inco Network. Donc, oui, ça, c'est une superbe initiative lancée par Inco. Nous, on est à la fois un fournisseur du coprocesseur, mais on est aussi juste un vendeur de la tech sous-jacente. La tech FHE, on la vend aussi à d'autres réseaux.
qui vont aussi, eux, pousser puis faire leur business développement de leur côté, travailler avec des stablecoins, etc. En tout cas, nous, on va essayer d'harmoniser les standards et absolument tout sur le FHE. Mais en tout cas, ça, c'est une très bonne nouvelle. On en aura besoin pour que tout le monde puisse utiliser des standards FHE qui fonctionnent les uns avec les autres et qui conservent la composabilité, comme je disais tout à l'heure. Bah, écoute, Ok. parfait. Je cherchais, ça m'a beaucoup intéressé. Je cherchais la réponse à la question et ça fait très plaisir de t'avoir pour en parler. Ouais. Et je terminerai juste avec un dernier point et après je laisserai Joe poser une question suivante. Euh, du coup, est-ce qu'on peut dire que l'usage qui est fait de Zama et de la tech FHE se rapproche au final du PHE? Parce que du coup, du partial homomorphic encryption, c'est-à-dire que du coup, on chiffre pas, pardon, la totalité de la transaction, mais seulement le montant, comme tu le disais. Est-ce que du coup, là, c'est un abus de langage de dire FHE par simplicité, ou il y a quand même une réalité dans ce terme-là? Alors, est-ce que tu peux définir, je pense qu'il y a une petite confusion sur ce que c'est que le PHE. Euh, En fait, le PHE ou Partial Homomorphic Encryption, ça veut juste dire que une fois que la donnée elle est chiffrée, tu peux pas faire tout type de calcul. Versus FHE, tu peux faire n'importe quel type de calcul. Hmm. Hmm. Là, dans le cas Ok. d'un ERC20, au final, il Hmm. y a que deux opérations qui se font, hein. Il y a un plus sur le compte de celui qui reçoit et un moins sur celui qui envoie. Tu vas regarder Hmm. un transfert, qui est la fonction principale de l'ERC20, bah, mon adresse, elle a plus, et puis mon adresse, elle a moins. Pour ça, on pourra utiliser du PHE, en gros, pour vraiment simplifier, vulgariser au maximum. Le PHE, c'est quand tu fais du FHE, mais que sur des additions, des multiplications et des soustractions. Quand tu fais du FHE, tu peux aller faire tout ce que tu veux et tout ce que Hmm. la computer science te permet de Ok. faire avec des loops, des cosinus, enfin, tout type d'opérations les plus dingues possibles qui permettent de tout programmer. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Enfin, Si, si, mais c'est Ah moi si, c'est qui ai fait une clair. confusion, en effet. Mais Hmm. parfait, comme ça, c'est bien clair, bien Hmm. précis. Hmm. Je dis ça parce qu'on suit un projet, alors que tu connais peut-être pas, mais qui s'appelle Xelis, qui est une blockchain layer one, justement, qui fait du PHE. Et il y a souvent cette petite confusion qui est faite. Et même moi, du coup, j'ai encore de la faire, alors que je connais très bien Xelis, etc. Mais comme ça, au moins, c'est très clair. Et je vais laisser Joe enchaîner avec une autre question. Ouais, je voulais savoir, tu connais Xelis ou pas du coup? alors non, je connais pas. Et tu vois, je suis en train De regarder? de googler au moment où Ouais. tu m'en parles. Et ouais, je suis sur leur site là. Hmm. Euh, non, je connais pas. Bah, toujours curieux d'apprendre à découvrir ce qu'ils font. Mais à mon avis, du Ouais. coup, alors d'instinct, faudrait que j'aille creuser, hein, pour te donner une réponse. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ils utilisent des librairies FHE. Alors, je sais qu'ils n'utilisent pas la nôtre, et donc si c'est que Mhm. du simple PHE, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'ils vont pas être capables de faire. Donc, comme je te le disais, Hmm. des additions, des soustractions, ils vont être capables, mais malheureusement, pour faire un transfert de RC20, il y a une opération. En plus de l'addition et de la soustraction, il faut d'abord faire une comparaison. Pourquoi une comparaison? Parce que imaginons que tous les montants sont chiffrés. Moi, je veux faire une transaction, mais imaginons que dans mon wallet, j'ai que 12 tokens. Et moi, en fait, haha, je vais la chiffrer, donc je vais t'en envoyer 300. Je vais en envoyer plus que ce que j'ai. Hmm. Donc, quand le validateur il reçoit la transaction, il faut quand même avant tout qu'il s'assure que j'ai au moins le nombre de tokens que je vais envoyer. Donc, en gros, il faut faire une Hmm. comparaison homomorphe, c'est-à-dire vérifier si un ciphertext, un texte chiffré, est plus grand qu'un autre. Et pour ça, en fait, il faut déjà du FHE. Et donc, Hmm. du HE n'est pas nécessaire. Donc, en gros, il y a plein de cas d'usage sympas avec juste le PHE, mais le scope et l'univers des possibles est extrêmement réduit. Et c'est pour ça que nous, on a tout misé sur du FHE. On savait que c'était absolument nécessaire. La Hmm. comparaison en finance, elle est là partout. Et donc, on Hmm. pense que sans FHE, ça va être très peu ambitieux, à moins de combler ce vide des comparaisons avec d'autres technologies. Je pense que c'est ce qu'ils font, hein, puisque je vois d'ailleurs les mots-clés ici. Ils doivent utiliser du ZK sur la partie Ouais, privacy, hein, c'est ça. parce que le Hmm. ZK, c'est principalement du scaling, je le redis, euh, Mhm. pour aller combler les manques au niveau des comparaisons, etc., pour aller bricoler un peu avec d'autres outils, là où Hmm. le FHE peut pas. Nous, on a une seule techno, le bulldozer tout résoudre. Et on pense aussi que l'histoire va aller dans notre sens parce qu'on est en train d'assister à une loi de Moore en FHE. Vous voyez la loi de Moore, hein, qui dit que Ouais. tous les 18 mois,
le prix et le temps et la capacité du compute augmentent x2, ben, c'est ce qui est en train de se passer là pour le FHE, c'est-à-dire que nous, tous les 2 ans, on divise les coûts par un facteur, par un certain facteur, et donc on va se rapprocher, ça va devenir de moins en moins cher, jusqu'à devenir très grand public. Ça va encore prendre quelques années. Ok. Bah, on lui a posé la question hier, parce qu'on l'a reçu hier en interview Slixé de Xelis, le CEO. Et justement, on lui demandait s'il était intéressé par votre technologie, puisqu'un jour, il voudrait devenir FHE. Et Ouais. voilà, peut-être qu'un jour, il te contactera, parce qu'il disait, bah ouais, si c'est bien meilleur que ce que je fais, il n'y a pas de raison, quoi. Ah, avec plaisir, hein, avec plaisir, hein. C'est des réseaux comme ceux-ci qu'on travaille. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est avant tout s'ils ont déjà des cas d'usage et s'ils ont vraiment une Hmm. vision et quelque chose à défendre sur qui est-ce qu'ils vont adresser. Ce qui me permet d'enchaîner sur le point que je trouve le plus important, le grand cas d'usage que ça va résoudre, le FHE, on-chain, ça va être d'augmenter mais fois 1000 la tokenisation. Je vais m'expliquer. En tokenisation, aujourd'hui, on a tokenisé des dollars, c'est des stablecoins. On a tokenisé des T-bills. On a Spyco qui fait ça en France. On a Ondo. On a BlackRock avec le Beedle qui tokenise Ouais. des T-bills. Mais le nombre d'actifs financiers qui ont été tokenisés par rapport au nombre qui existe, il est infiniment petit et Hmm. ça va et ça augmente rapidement. Mais en fait, il y a plein d'actifs qu'ont les banques, du private equity, des mutual funds. Il y a énormément d'actifs qui ne peuvent pas être tokenisés parce que ils ne sont pas satisfaits du niveau de transparence. C'est juste trop fort, c'est trop transparent, Hmm. c'est too much. On va pas le Ouais. tokeniser sur le niveau de transparence. Donc, qu'ont fait les blockchains, qu'ont fait les banques et les institutions financières en 2017? Ben, elles ont eu la mauvaise idée d'utiliser des technologies comme Hyperledger pour lancer des blockchains privées ou des blockchains Hmm. permissionnées et ne pas utiliser les exceptionnels blockchains publics qui sont Hmm. crédiblement neutres, qui sont des standards. Et en fait, tout ça, on sait que ça a majoritairement raté. Il doit y avoir des exceptions quand même, mais ça a été Hmm. raté parce que ils ont utilisé ces blockchains privées pour avoir de la confidentialité, parce qu'ils ont dit, bah oui, on peut pas tout cacher. Et Ouais. globalement, ces projets n'ont pas marché. Là, ils ont réalisé que toute l'innovation et les choses vraiment sexy sont passées sur des blockchains publiques. Donc, ils y arrivent. Mais avec du FHE et des solutions de confidentialité, ils vont se sentir à l'aise pour ramener les milliards et les trillions sur des blockchains publiques. En tout cas, nous, c'est notre thèse. Et donc, on Mhm. s'intéresse beaucoup à ces actifs. On travaille avec ces institutions. Ça prend plus de temps, il faut faire des POC, mais il y a plein de choses, il y a plein de choses dans le pipe hyper intéressant. Et c'est ce qu'on Mhm. pense être le cas d'usage roi du FHE. Ok, ça c'est hyper intéressant. Et je voulais parler de tes produits, parce que j'ai cru voir sur ta documentation que vous avez 4 produits. Le Ouais. TFHE, le Concrete, le Concrete ML et le FHEVM. Et j'ai pas non plus envie de te lancer sur 10 minutes d'explications, mais est-ce que en quelques mots, tu arriverais à décrire? Ouais. Je vais Ouais. te faire l'explication très, très simple, rapide. Donc, TFHE-RS. Donc, le RS, ça veut dire Rust parce qu'on utilise le langage de programmation Rust. TFHE, c'est Mhm. le fameux scheme que je disais. Il y a plein de schemes de faire du FHE. TFHE, c'est celui qu'on utilise, qui est le plus précis, qui est le meilleur. Et ça, c'est le principal produit, c'est le cœur produit. C'est des ingénieurs qui prennent les papiers qu'ont fait les chercheurs et les grosses mathématiques et qui les transforment dans une librairie Rust open source optimisée qui s'améliore tout le temps. Donc, c'est l'ossature même de Zama, TFHE-RS. Ensuite, on a Concrete, qui est un compilateur. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, un compilateur, ça te permet d'écrire un code. C'est plutôt pour le machine learning. En machine learning, tu utilises Python. Donc, tu es un machine learning guy. Tu vas écrire un algo en Python pour Mhm. faire plein de choses. Et sauf qu'il n'est pas FHE compatible, ce truc, vu qu'il est écrit en Python. Bah, tu vas le passer dans Concrete et il va te le transformer en un programme qui est FHE compatible. Donc, c'est le même programme qui peut maintenant accueillir de la donnée chiffrée, te donner des données chiffrées, puis faire ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'ADN et la boîte qui analyse l'ADN. Donc voilà, ça c'est plutôt pour la partie machine learning. Bon, là j'ai défini Concrete et Concrete ML. Alors, Concrete c'est le compilateur et Concrete ML c'est le compilateur optimisé pour le machine learning. Et enfin la Mhm. FHEVM, c'est ni plus ni moins que TFHERS qui est notre core librairie pour faire du FHE, mais avec l'intégration avec une EVM, le coprocesseur et le réseau de déchiffrement que j'ai mentionné. C'est un peu la suite d'outils qui permet d'ajouter le FHE à une blockchain. D'accord. Ok, Ok. Très clair. ultra intéressant, Concis. parfait. Impeccable. Et du coup, j'ai envie de revenir sur une notion que tu as commencé à expliquer au tout début avec le HTTPS. Parfois, on entend le terme de HTTPZ, notamment qui est aussi employé par Mina Protocol. Est-ce que tu pourrais expliquer
ce qu'est le HTTPZ dans ta vision et en quoi est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce qui vous différencie vous de l'utilisation que Mina en fait et du même terme que vous utilisez? Mm. Alors, je vais parler plutôt pour Zama, même si je l'apprends, je savais pas que Mina l'utilisait, et je vois sur leur site qu'ils l'utilisent d'ailleurs pour parler plutôt de vérifiabilité. Bon, je vais donner Mm. notre vision à nous du terme. Je pense qu'on était quand même les premiers à l'utiliser. En gros, HTTPZ, donc comme vous le savez, il y avait HTTP. HTTP, c'est le web, hein, Mhm. Tim Berners-Lee, 91, qui publie ça, par-dessus TCP/IP, et c'est ce qui a permis l'émergence d'Internet. Pendant 15 ans, il n'y avait pas de confidentialité dessus, donc on est passé ensuite au protocole SSL, qui a été ajouté, et HTTP plus SSL, ça donne HTTPS, et c'est le fameux petit cadenas qu'il y a dans notre navigateur. Et c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on fait une requête à Google, notre ordinateur, notre navigateur va chiffrer le truc. Pendant le transport, ce sera chiffré. Ça sera déchiffré par le serveur de Google. Il va faire le résultat, il va le rechiffrer pour le réseau, etc. Et en fait, HTTPZ, c'est juste l'aboutissement de l'intégration du FHE dans le protocole HTTP lui-même qu'on souhaiterait, c'est notre vision de très long terme, pour que n'importe quel site que tu utilises, n'importe quoi que tu utilises, le FHE soit standardisé. De telle sorte que tu peux utiliser Airbnb qui t'offre les mêmes capacités sans qu'Airbnb ait accès à aucune de tes données. Tu peux utiliser Facebook sans que Facebook ait accès à tes données. Tu peux utiliser n'importe quel service sur Terre dans le web sans que les serveurs deviennent ce qu'on appelle des honeypots, donc des pots de Mhm. miel qui vont gérer plein de données en clair et qui vont se faire hacker un jour ou l'autre, comme on le voit récemment dans les news. Donc voilà, c'est la vision long-termiste de Zama pour présenter qui sera rendu possible le jour où le FHE sera tellement peu cher et tellement une évidence qu'on n'en parlera même plus. Vous voyez, Internet, c'est une quinzaine, Mm. vingtaine de protocoles. Allez voir la page Wikipédia Internet, il y a 15 protocoles, vous n'en entendrez jamais parler. Ils ont été C'est faits ça. par des légendes, ils sont Mhm. exceptionnels, ils sont tellement enfouis et ils marchent tellement bien qu'on n'en entend plus parler. Ça, Mm. c'est l'aboutissement hein, quand on a disparu de la circulation comme ça. Et Mm. nous, ça serait notre objectif, c'est de disparaître de la circulation dans une intégration complète dans les protocoles Internet. Ah, c'est une belle vision. Moi, j'aimerais bien qu'Internet devienne ça. En plus, du coup, ça ferait que tous les HTTPZ tourneraient sur une blockchain. C'est ça? Ou Alors pas non, forcément? justement, Ah, pas forcément. ah C'est quand d'accord. on parle de HTTPZ, enfin le FHE, il se trouve qu'on pense que la blockchain c'est notre go-to-market parce que c'est un monde Mhm. qui est déjà lent, qui est OK avec la lenteur et qui a terriblement besoin de confidentialité. Mais ce concept-là de FHE, tu peux le déployer dans n'importe quelle architecture client-serveur. Tu vois, dans le web classique, quoi. Il y a pas besoin de ça. Tu vois, tu pourrais faire tourner, Mm. je sais pas, n'importe quel service en FHE. Et comme le web, bah, c'est pas forcément que la blockchain, hein, HTTPZ, c'est pour ça que c'est encore plus ambitieux. On le met dans les protocoles sur tout ce qu'on utilise en ligne. Ok. Ok, ok, je savais pas. Et on avait lu le blog de Vitalik avec Tom à propos du FHE et Vitalik disait que couplé à rien d'autre, ça ne servait à rien et qu'il fallait de toute façon une méthode de décentralisation de la clé d'encryption. Et toi, ce que vous faites chez vous, c'est du threshold, c'est ça? Vous dites? Absolument. Donc, vous Ouais. avez bien fait vos devoirs. Alors, il se trouve que l'article de Vitalik sur homomorphic encryption, il est très très technique. Donc, Ouais. bien joué d'avoir. J'espère que vous êtes mouillé la nuque avant de rentrer Euh, dedans. Il est un Doliprane. petit peu technique. Ouais. Enfin, même moi, je suis pas. Il est vraiment destiné aux cryptographes et je pense à des devs Mm, très bas niveau. Mais effectivement, c'est ce que dit Vitalik. Alors, en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en mm, FHE, je vais vous réexpliquer le modèle. C'est que on a envie que tout soit chiffré sous la même clé. Parce que si tout n'est pas chiffré sous la même clé, on peut pas avoir ces immenses propriétés de composabilité, de partage sur une blockchain. Donc on met tout sur la même clé. Mais celui qui a accès à la clé de déchiffrement, bah, en fait, c'est le roi du pétrole, il peut tout faire. Il peut tout mm. déchiffrer et le FHE sert plus à rien. Du coup, on découpe la clé. Quand on découpe la clé, mais qu'on veut quand même l'utiliser, on appelle ça faire du MPC. Et si on Mhm. veut qu'il y ait au moins, par exemple, imaginons on a 15 participants, mais on se dit qu'il en faut au moins 10 pour qu'on puisse faire ce déchiffrement, ça s'appelle du threshold MPC. Donc Mm. c'est exactement ce que Vitalik dit. La limite fondamentale du FHE, c'est le protocole MPC qui sert à faire le déchiffrement avec la clé. Et donc c'est pour ça que nous, ces 2-3 dernières années, on a mis autant d'énergie et de jus de cerveau dans le développement du FHE
que dans le développement du threshold MPC. Et on va publier le protocole le plus abouti, je pense, au monde dans très peu de temps sur ce sujet. Donc Zama, en réalité, hein, dans la vie de tous les jours, c'est autant une boîte de MPC qu'une boîte de FHE. Parce que les deux sont liés et travaillent ensemble. Et même avec les Zero Knowledge Proof, parce qu'on a même des Zero Knowledge Proof dans notre protocole, je pourrais Ah vous ouais, expliquer pourquoi si vous voulez savoir. Mais carrément. c'est des outils, la cryptographie. On n'a pas qu'une seule chapelle. On va tout utiliser pour faire juste la meilleure chose possible. D'accord. Mais du coup, pourquoi les ZK, ça m'intéresse pour le coup. Comment vous utilisez les ZK dans Zama? Alors, il se trouve qu'avec tout ce que je t'ai expliqué sur le FHE, il y aurait une Mhm, attaque qui serait pas sympa. C'est que regarde, mhm, toi, je vois que tu fais une transaction FHE. OK? Je suis un mhm. block explorer, je suis ton compte, je vois que tu as lancé une transaction. Bon, il se trouve qu'elle est chiffrée. Le montant, il est chiffré. Donc, ça m'embête, tu vois. Mais j'ai envie de le déchiffrer. Et je pourrais t'attaquer en copiant-collant ton ciphertext. OK? Et en Mhm. refaisant une transaction à partir de mon compte sur un faux smart contract que j'envoie avec ce ciphertext là. Et ensuite, comme ça vient de moi, bah, je demande de le déchiffrer. Et puis, enfin, le réseau a Ah, l'impression que c'est une nouvelle transaction, un nouveau truc. ah, Et ok. moi, je dis, bah, tiens, tu peux me déchiffrer ça, je te l'envoie, rechiffre-moi sur ma clé, je te jure, ça vient de moi. Bah, le Hmm. réseau, il a aucune manière de savoir qu'en fait, ce ciphertext-là, c'est pas un vrai, tu vois. Il n'a pas été obtenu correctement et honnêtement. Et donc, ce qu'on va Mhm. faire, c'est que, en plus, quand tu vas envoyer une transaction FHE, au réseau, tu vas aussi lui prouver que tu connais le underlying value en dessous. Et donc, tu envoies ta transaction plus une preuve de connaissance de la plain text value, on appelle ça. Et seulement si tu as ces deux choses-là, le réseau, il va le faire. Sinon, il y a ces attaques qui sont possibles. Et Hmm. donc on a dû développer, et ça, il y a eu des papiers entiers de recherche là-dessus, pour avoir les preuves preuves de ça. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, on l'a inventé et développé de connaissance de plain text value. Et donc, c'est des choses que personne ne va voir, hein, qui vont être dans le protocole, mais qui sont absolument indispensables pour que le protocole fonctionne de manière sécurisée. Et aujourd'hui, on a mis 1 an à les développer, ça marche très très bien, c'est indolore, ça prend juste quelques millisecondes à être généré par un navigateur. Tout ça, c'est des tours de force qu'on a réussi à mettre en place. Ok, c'est hyper complémentaire en fait, toutes les solutions d'encryption. J'ai l'impression. C'est évidemment complémentaire. Et là, tu vois, on utilise les ZK pour ce qu'elle fait de mieux, qui est Mhm. vraiment cette façon de prouver des choses. Enfin, et on l'utilise même pour sa partie privacy. Vous voyez? C'est-à-dire que les Hmm. ZK pour prouver quelque chose qu'on connaît, c'est genre le nec plus ultra. Là, faut pas utiliser le FHE. Ok, ok, ok. Non, mais en tout cas, c'est ultra intéressant. On apprend vraiment plein de choses. De fou. C'est ultra intéressant d'avoir quelqu'un d'aussi pointu et je suis sûr que les gens apprécieront ta précision dans ce que tu racontes. Mhm. Et je vais continuer. On arrive sur la fin de l'interview et on prendra pas plus de temps. Une question peut-être. Quels sont les partenariats, les partenaires que vous avez actuellement chez Zama? Et est-ce que vous en avez d'autres que vous visez actuellement? Est-ce qu'il y a vraiment peut-être plus que des entités, peut-être des secteurs que vous visez davantage pour obtenir des partenariats, etc. Alors pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le focus absolu, ça va être ce coprocesseur Ethereum sur les blockchains publiques et le cas d'usage Hmm. de tokenisation. Euh, donc ça va être le focus numéro un. Nos partenaires actuels, c'est des gens comme Inco, que je mentionnais tout à l'heure, à qui on a vendu cette technologie et qui vont lancer leur propre réseau avec leur genre de coprocesseur pour aller faire ça. Donc ils sont à la fois un peu partenaires et concurrents de nous. On a Inco, on a Phoenix aussi, qui est, Mhm. on va dire, comme Inco. Mais c'est bien, on va pouvoir avoir un maximum de stratégie commerciale. Et nous, on est incentivé aussi à ce qu'ils réussissent, parce que plus ils réussissent, plus nous aussi, ça nous fera réussir. Donc Inco Phoenix. Le troisième grand partenariat qu'on a, qui est public, c'est avec le meme coin Shiba Inu, que vous devez Oui, connaître, le deuxième plus grand meme coin. Et en fait, j'avais vu. Shiba Inu, ils ont une communauté incroyable. Et à Hmm. partir d'un meme coin et de cas d'usage drôles, ils sont en train de lancer plein d'initiatives sérieuses pour le coup. Hmm. Dans énormément de sujets, donc je peux pas trop en dire parce que ça c'est leur roadmap, mais c'est pas encore public. Mais ils sont en train d'essayer de lancer des vrais produits qui ne sont pas du même coin pur et du délire blockchain. Et pour ça, ils ont lancé un network ils vont lancer leur propre réseau en FHE natif, donc pas avec le coprocesseur,
pour lancer ces cas d'usage, parce qu'il y aura besoin de gestion de l'identité notamment. Et si on veut faire de l'identité sur blockchain, il faut du FHE, parce qu'on veut chiffrer les données privées des gens. Et pour répondre à la fin de ta question, c'est quoi notre paysage possible de clients? Donc là, c'était la blockchain. Et moi, je suis spécialisé en blockchain, donc c'est de ça dont je parle le mieux. Mais après, sur la partie machine learning, on va avoir des boîtes qui gèrent des données de santé. On va avoir des cas d'usage bancaires qui ne sont pas de blockchain, comme par exemple le risque de crédit. Calculer des scores de crédit dans les banques, c'est des données qui sont absolument confidentielles. Et les banques, aujourd'hui, elles peuvent pas collaborer avec d'autres institutions là-dessus. Faut vraiment vous dire que ces données-là de score de crédit et tout dans les institutions financières, c'est impossible le DSI de la banque, il va rien laisser fuiter. Et grâce au FHE, les banques et institutions financières, assurances, elles vont pouvoir chiffrer des données et collaborer entre elles juste sur des parties sur lesquelles elles n'auraient pas pu collaborer avant. C'est la grande idée qu'on a là derrière. Ok, Voilà, c'est top. donc à la fin, on veut toutes les banques et tous des cas d'usage Web 2, puis ensuite HTTPZ, ben voilà, c'est tout le monde qui devient potentiel client, n'importe quel SaaS, n'importe quel outil. Ok. Ouais, maintenant que tu nous as rendu bullish sur la FHE, tu vas pas esquiver la question. Évidemment qu'on va te demander, il y a des gens qui vont demander un ticker. Vous êtes plutôt des fournisseurs de technologie, donc vous n'avez pas forcément besoin de ça. C'est quoi votre business model? Et est-ce qu'il y a un monde où il y aurait même une utilité de token où ça n'a vraiment aucun sens pour le coup? Bah, pour l'instant, c'est pas le choix qu'on a fait. On veut vraiment pas se tromper. Il y a eu tellement d'écueils dans la création de tokens. Ouais. On a une réputation. Maintenant, c'est pas complètement interdit. Ok. J'ai rien de public à vous donner là-dessus. Évidemment, c'est quelque chose auquel on pense. Mais il faut faire très attention. Voilà, sur un token. Pour l'instant, il y a rien. Si jamais il y en a un, la seule façon dont il pourrait être utilisé, c'est pas juste pour lancer un token qui sert à rien comme ça. Ce serait potentiellement des tokens, enfin, voyez, pour faire par exemple du déchiffrement, payer le gaz du réseau de déchiffrement qui fait le threshold MPC Ah ouais. dont on a parlé. Ça, c'est un exemple de ce qui pourrait être plausible. Après, il faut voir en fonction des clients et surtout avec les cas d'usage qu'on va avoir au déploiement du coprocesseur. Mais voilà, c'est des pistes. Il y en a plein d'autres, hein. Mais on veut pas se tromper sur le lancement d'un token. Ouais, je comprends tout à fait. Enfin, on reste une boîte d'infrastructure et de cryptographie. C'est ça. On peut vendre aussi par contre, ce qu'on peut faire, c'est vendre la techno à des blockchains comme Inco, comme Phoenix, qui eux auront un token. Eux, c'est des spécialistes blockchain qui gèrent des réseaux blockchain. Eux, ils vont lancer un token et ils pourront mettre de l'énergie là-dessus. En tout cas, ils feront probablement avant nous. Et donc voilà. Parce que Phoenix, si je me trompe pas, et même Shib, c'est pas des layer 2? Alors, il se trouve que Phoenix, la façon dont ils veulent faire, c'est de générer, enfin, oui, c'est d'être des layer 2. Ils veulent être des layer 2 FHE, mais bon, aujourd'hui, un layer 2, c'est, donc oui, pardon, tu as raison. Phoenix, c'est un layer 2. Après, Shib, c'est un peu plus complexe. Vous voyez, c'est pas un layer 2 au sens précis du terme qu'on peut avoir sur L2Bits, par exemple. Si vous voulez de la précision là-dessus, c'est L2Bits. On va dire, c'est un peu comme Polygon POS à l'époque, enfin, ou même encore maintenant, c'est juste quelqu'un qui est très proche d'Ethereum, avec qui il y a un bridge qui marche bien, mais qui ne va pas obtenir la sécurité et la décentralisation d'Ethereum, alors qu'un layer 2, c'est ce qu'il reçoit. Une sidechain, ouais, ok, je vois. C'est une sidechain, même une sidechain plus. Enfin, il y a toute une gamme de possibilités entre les deux. Ok. Eh bien, écoute, Jason, on va arriver à la fin de l'interview. Ouais. On a fait une heure bien compressée, bien technique et vraiment ultra précise. Je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Ce sera ultra précieux à la communauté française qui manque de contenu autour du FHE et peut-être de comprendre plus en détail la vision de Zama, à quoi ça peut servir et quels sont les cas d'usage qu'on va voir arriver dans le futur et le développement. Donc déjà, merci infiniment. J'espère que tu as apprécié venir chez nous. C'est beaucoup apprécié. Je reviendrai à coup sûr, j'espère, Ah ouais, pour vous trop bien. présenter. Si vous voulez, on peut refaire quelque chose quelques mois après le lancement du coprocesseur pour que je vous parle de la réalité, parce que c'est bien beau de faire des projections, mais venir avec la réalité. On travaille avec plein de dApps qui vont se lancer dessus, avec des institutionnels. On a aussi des deals avec des institutionnels, mais ça prend plus de temps, donc je peux pas encore en parler. Alors, je peux parler d'une chose aussi que j'ai oublié, que j'aimerais quand même dire. On
Il y a eu un rapport, on a travaillé avec JP Morgan, c'est une petite banque américaine, Petite. sur le sujet. Et voilà, pour installer la FHEVM dans certaines de leurs opérations, vous savez qu'ils sont très Oh là très là. avancés en blockchain. Donc voilà, on travaille aussi avec des institutions financières, ça prend plus de temps. Donc là, on est au stade de POC qui avance très très bien, mais plein de bonnes nouvelles qui vont arriver en 2025. Incroyable. Et en tout cas, cette entrevue a été vraiment ultra bénéfique. Merci Ouais. infiniment. Et je Mm. terminerai en disant bien sûr de vous abonner à la chaîne Decrypted pour accueillir davantage de personnes qui sont aussi compétentes et aussi pointues. Nous, ça nous fait plaisir et je suis certain que ça vous a fait plaisir. Jason, je te remercie. Et je terminerai par une dernière question. Quel serait ton conseil à un jeune investisseur, pas pour un ticker, mais un conseil de vie pour un jeune investisseur? Mhm. Mon conseil pour les jeunes investisseurs, j'ai rencontré plein de gens. Je vais un peu faire le vieux con, un peu daron grand frère. J'ai rencontré plein de jeunes qui ont fait beaucoup d'argent même pendant le bull market, être un peu tout seul dans leur chambre et qui ont eu comme ça cette petite euphorie de devenir un peu riche, même assez tôt, assez jeune, grâce aux crypto. Je sais que ça arrive, c'est pas le cas de tout le monde forcément, mais mon conseil, ce serait même une fois que vous avez un peu gagné d'argent, euh, il y a plusieurs chemins à prendre quand on est en crypto, et il y a le mauvais chemin de faire de la mauvaise création de contenu, de pitcher des trucs, de vouloir devenir VC à 22, 23 ans. Euh, Ça, c'est des mauvaises idées. D'aller sur les mauvais projets, vous le savez que c'est des mauvais projets, n'y allez pas. Mhm. Et d'aller dans l'écosystème français, on a des pépites absolues. Et sur le long terme, ça rapportera tellement plus. On a des startups qui sont incroyables. J'ai pas d'incentive à le faire, mais je vais le faire quand même. Il y a des tellement belles startups. Allez voir Morpho, qui est une référence dans le lending. Mhm. Allez voir C'est vrai. Kiln, qui est une référence absolue dans le staking. Évidemment, je parle pas de Ledger, mais on a des startups. Allez voir Spyco, qui est en train de tokeniser des T-bills. C'est des trucs fondamentaux qui vont prendre beaucoup de temps. Donc, prenez du temps, essayez d'aller travailler avec ces gens-là. Euh, voilà, c'est vraiment mon conseil. C'est rentrer dans l'industrie, peu importe, rentrer dans des boîtes sérieuses, où que ce Mhm. soit. Et en fait, après, c'est un petit monde, c'est un réseau. Si vous êtes bon, ça peut exploser. Excellent Plus que conseil. de Ouais. rester investisseur dans sa chambre. Même s'il faut toujours investir, Bien hein. sûr. Évidemment, c'est une bonne idée, mais faut pas faire que ça. Parce que le monde, il est beaucoup plus riche, il est plus beau, il y a plein de choses, c'est incroyable. Bah Mm. écoute, ce sera une magnifique manière de terminer. Ouais. Merci infiniment pour ton temps. Et le rendez-vous est pris pour une fois que le coprocesseur avec le VM sera sorti en tout cas. Yes, avec plaisir. Trop bien. Eh ben, ravi d'avoir été avec vous, puis à très vite. Salut. À très À vite. très vite. Ciao.